Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Je vous souhaite avant tout une très bonne année que nous démarrons, comme vous le voyez, en fanfare avec l'essai de la nouvelle Renault 5 e-Tech. C'est parti. La Renault 5 e-Tech figurait parmi les favorites au concours de la voiture de l'année 2025 qu'elle a finalement remporté aux côtés de l'Alpine A290 GT. La Renault 5, la première fois qu'on en a entendu parler et qu'on l'a vue, c'est il y a déjà 4 ans, au début de l'année 2021, sous la forme d'un concept car qui annonçait une version future de série que nous avons aujourd'hui. C'était la Renault 5 prototype et c'est le premier véhicule de l'ère Luca De Meo chez la firme aux losanges. Et c'est vraiment l'emblème, le premier modèle de la fameuse Renaulution, le nouveau plan stratégique de Luca De Meo pour remettre la marque sur les bons rails. La Renault 5 e-Tech, qu'est-ce que c'est? Des mots même de Luca De Meo, c'est avant tout une icône pop destinée à rendre la voiture électrique accessible et surtout fun et désirable. La Renault 5 e-Tech, elle combine à la fois un look très attrayant, un format citadin que l'on attendait vraiment sur le marché de la voiture électrique et aussi un prix d'appel situé sous les 25 000 euros qui évidemment ne correspond pas à la voiture que nous avons à l'essai aujourd'hui, qui constitue plutôt, comme nous le verrons plus tard, le haut de gamme. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Renault 5 e-Tech, c'est pas la première citadine sur le marché de la voiture électrique, parce que il y a déjà 12 ans, Renault avait l'idée de proposer une voiture électrique accessible et donc écologique. C'était la Renault Zoé, et on avait en face également chez PSA à l'époque, qui n'était pas encore Stellantis, des voitures telles que la Citroën C0 ou la Peugeot Ion, aux autonomies évidemment complètement différentes de ce qu'on attend aujourd'hui d'une voiture électrique, mais la voiture électrique avait bien commencé par des voitures au format compact et avec des prix plutôt abordables. C'est marrant parce que finalement, c'est aujourd'hui ce qu'on recherche et ce qu'on critique sur le marché. On reproche beaucoup aux constructeurs de nous proposer des SUV hors de prix, inadaptés aux attentes du marché, et on se retrouve finalement, voilà, des années plus tard, plus d'une décennie, avec un retour aux sources, une citadine fun, attrayante et au prix plutôt attractif. Reprenant avec brio la recette du néo-rétro, la Renault 5 e-Tech, elle reprend évidemment des éléments propres et phares du design de la R5 historique des années 70, à commencer par les couleurs vives, à l'image de ce jaune pop qui est également accompagné dans la gamme de coloris parmi les 5 proposés d'un vert pop, un vert vraiment pétant, typiquement 70s. Et ces couleurs, elles peuvent être assorties d'un toit en couleur contrastée, noir, avec des joncs de toit également de couleurs contrastées, rouge ici comme sur notre modèle d'essai. On dispose également de décorations extérieures, comme on peut le voir sur le flanc ici. Il y a un choix de stickers décoratifs qui sont proposés sur le configurateur. On retrouve les phares avant rectangulaires qui évoquent évidemment le dessin, le format de la R5 historique des années 70. On a à l'arrière les fameux feux rectilignes qui épousent, on va dire, le haillon. Voilà, c'est vraiment très sympa. Ça évoque vraiment la R5 historique et on a une grille d'aération sur le capot qui évoque un petit peu également le côté historique. Alors évidemment, c'est une grille factice, c'est même pas une grille à vrai dire, mais on voit ici l'indicateur de charge qui nous indique que la voiture elle a plutôt entre 40 et 50% de charge. Et on retrouvera ainsi de multiples easter eggs éparpillés un peu partout sur la carrosserie et à l'extérieur de la voiture. Lorsque l'on entre à l'intérieur, on retrouve encore l'ambiance chaleureuse et typiquement 70s dans cet habitacle. Quand on entre dans la R5, on est accueilli par une cinématique sonore conçue en collaboration avec Jean-Michel Jarre, de même que le bruit qu'émet la voiture à l'extérieur pour prévenir les piétons d'une présence d'un véhicule en dessous de 30 km/h. Les références à la R5 historique sont nombreuses. On remarque dans un premier temps les sièges
qui sont superbes et qui reprennent le format pétale des R5 classiques. Et on remarque évidemment cette sellerie en textile 100% recyclé, type jean un petit peu, avec le petit logo 5 ici. Et on retrouve forcément de nombreux détails intérieurs qui évidemment rappellent qu'on est à bord de la Renault 5. C'est un peu voilà, le côté marketing de cette voiture. On remarque face aux passagers avant sur le bandeau de bus d'aération le petit logo Renault 5. On retrouve le logo 5 également sur les tapis de sol. Et quand on s'intéresse un petit peu ici eh bien, à l'emplacement de charge à induction du smartphone, on remarque ici eh bien, un petit dessin dans la R5 historique et ici la R5 e-tech moderne électrique. Et on remarque forcément aussi eh bien, cette planche de bord, là, cette partie qui s'avance un peu vers le passager, qui reprend avec à l'aide des surpiqûres, les stries, on va dire, de la planche de bord historique, dont disposait voilà, la R5 historique également. L'un des points forts de cette R5 e-tech à l'intérieur, eh bien, c'est l'ergonomie. Tous les boutons sont à leur place. On retrouve les commandes de climatisation ici qui sont avec des boutons physiques, qui restent à l'aide de boutons physiques type aviation. C'est un peu ce qu'on pouvait retrouver chez Peugeot il y a quelques années. Et on retrouve pour autant eh bien, deux écrans. Donc la R5 e-tech n'oublie pas d'être moderne. On retrouve deux écrans de 10,1 pouces, l'un pour le tableau de bord et l'un pour la partie infotainment, qui repose sur le système Open Air Link, qui repose lui-même donc sur la suite Google Automotive Services, qui propose, outre une cinquantaine d'applications différentes, eh bien un GPS avec un planificateur de charge. On voit ici, quand on allume la voiture, qu'on a les bornes les plus proches qui sont indiquées directement sur le GPS pour retrouver eh bien, voilà, de quoi se charger. La voiture dispose également eh bien, de services connectés très classiques, mais aussi d'une commande vocale intelligente qui est entraînée par ChatGPT et qui s'actionne à la mention de Hey Renault. Renault s'écrivant R-E-N-O. Et on retrouve évidemment eh bien, sur le volant, notamment sur la partie gauche du volant, et aussi grâce au petit bouton ici qui permet qui est un raccourci pour activer ou désactiver certaines aides à la conduite, et bien toute la panoplie d'ADAS de niveau 2, obéissant notamment à la norme GSR2 en vigueur depuis juillet 2024. Je parlais de l'ergonomie, franchement cet écran, j'aimerais vous montrer un peu la rapidité avec laquelle il réagit vraiment au toucher. Voilà, ici on se trouve dans les réglages de la voiture. On retrouve également les 4 modes de conduite. Donc on a sport, éco, confort et perso, donc le mode que l'on pourrait appeler individual, notamment chez les produits des marques allemandes. Et on a les petits raccourcis pour les sièges chauffants et le volant chauffant. Voilà, c'est vraiment une version tout équipée que nous avons à l'essai aujourd'hui. Et comme je vous le disais, regardez la rapidité avec laquelle les affichages, les changements d'affichage se font. On dispose également d'Android Auto et Apple CarPlay, évidemment. Voilà, c'est vraiment un système très fluide à mener. C'est vraiment un super point. Et là encore, eh bien, ça participe à l'ergonomie globale de l'ensemble à bord de cette R5 e-tech. Là où le bas blesse quelque peu, eh bien, c'est au niveau de l'habitabilité des places arrière. Si eh bien, dans 3,96 m de longueur, la R5 a la bonne idée eh bien, de proposer 3 places à l'arrière, ce qui est vraiment un très bon point pour la polyvalence de manière très exceptionnelle, eh bien, on remarque là que j'ai le siège conducteur qui est réglé pour moi, je mesure 1,84 m et que je vais vraiment avoir du mal à me glisser à la place passager arrière. Regardez, vraiment, j'ai les pieds qui ont du mal à passer sous le siège conducteur et les genoux qui sont vraiment voilà, dans le dossier. Donc c'est vraiment une voiture qui peut accueillir 3 personnes sans aucun problème, parce qu'on aura le passager avant qui va pouvoir voilà, s'avancer pour libérer l'espace au passager arrière droit. Mais par contre, vraiment, pour 4 personnes, eh bien, il faudra privilégier les petits gabarits, ou pour les enfants à l'arrière, vraiment. Un point qui est bon de remarquer quand même, eh bien, c'est le plancher
plat, évidemment. On est sur une voiture électrique, donc il n'y a pas de tunnel de transmission. Et c'est vraiment quelque chose de très pratique et ça favorise un petit peu l'habitabilité pour, de manière très exceptionnelle, emmener 5 passagers. La Renault 5 e-Tech est disponible en 4 niveaux de finition: 5, Evolution, Techno et Iconic 5, qui est vraiment la version d'essai la plus cossue. La Renault 5 e-Tech est disponible en 4 niveaux de finition: 5, Evolution, Techno et Iconic 5, qui est aujourd'hui la finition que nous avons à l'essai, qui est vraiment la plus cossue, la mieux équipée et qui permet d'avoir des choix de personnalisation les plus grands possibles. On a également 2 batteries, 40 et 52 kWh, autorisant respectivement 312 et 400 km d'autonomie selon le cycle d'homologation WLTP. Et on a enfin 3 niveaux de puissance proposés, 70, 90 et 110 kW, qui correspondent en chevaux à 95, 120 ou 150 chevaux, qui est encore en 150 chevaux là, notre version d'essai. La Renault 5, elle repose sur une nouvelle plateforme électrique qui s'appelle Ampere Small, qui est dédiée chez Renault aux véhicules du segment B et qui combine à la fois un gabarit réduit, une habitabilité plutôt optimisée considérant la longueur du véhicule, je le rappelle de 3,96 m, et on a aussi un poids qui reste assez contenu puisqu'on est sous les 1500 kg. Ça paraît énorme pour une voiture de ce gabarit, mais c'est pas énorme quand on considère que c'est une voiture électrique avec le poids évidemment des batteries. En courant alternatif, cette plateforme, elle reçoit jusqu'à 11 kW en puissance, tandis qu'en courant continu sur une borne dite rapide, la Renault 5 officiellement pourra accepter une puissance de charge qui montera jusqu'à 100 kW, autorisant théoriquement un 15-80%, donc c'est-à-dire la récupération de 65% de batterie en seulement 30 minutes, considérant une puissance maximale de seulement 100 kW. Les promesses sont pas si mal. Et franchement, pour une voiture citadine, ça commence à être très intéressant. Il faudra le vérifier lors de notre essai en roulage. On commence notre essai par un trajet de 90 km réalisé principalement sur national avec un petit peu de route secondaire vers la fin, donc des routes limitées à 80, des départementales. On est parti avec 79% de batterie. La R5 affichait une autonomie d'environ 290-295 km. Donc j'ai mis le GPS intégré dans la voiture qui nous annonce donc une arrivée au bout des 90 km avec 37% de batterie restante. Je vous propose d'embarquer avec moi et puis on fera un point à mi-parcours sur la consommation et à l'arrivée évidemment avec la consommation et la batterie qui nous reste. Petit point à mi-parcours comme promis, donc on est sur une nationale, donc c'est-à-dire à 110 km/h. Je respecte parfaitement les limitations de vitesse réglementaires. On est dans des conditions assez fraîches, il fait 1 degré dehors, on a un petit peu d'humidité, donc j'ai forcément le chauffage activé, la musique, le siège chauffant, le volant chauffant, donc on n'est pas vraiment dans une condition optimale pour avoir une consommation la plus basse possible. Donc j'ai une consommation moyenne qui s'élève pour le moment à 20,4 kWh au 100 km, voilà, pour une vitesse qui est en moyenne à 110 km/h. Et le GPS s'avérait au départ un petit peu pessimiste, puisque malgré les conditions, à mi-parcours, j'ai déjà optimisé le pourcentage de batterie à l'arrivée qui s'élève maintenant à 40%, contre, je le rappelle, 37% au départ. On verra à combien on arrive vraiment à l'arrivée. Un petit mot également sur le confort de roulage. Donc on est vraiment à 110 km/h sur une nationale 2x2 voies avec un revêtement en très bon état. Et pour autant, je ne peux m'empêcher de remarquer la voiture qui sautille légèrement. C'est forcément dû aux jantes de taille assez importante, pour une citadine, pour une voiture de cette taille. Donc c'est un petit peu dérangeant quand même pour les longs parcours. Ça ne laisse pas augurer un confort de premier plan sur les voyages au long cours. Et je redoute un petit peu l'exercice sur le parcours sur route secondaire tout à l'heure qui m'attend, avec un revêtement qui s'avérera forcément plus accidenté. Voilà, surprise, on verra à quoi s'attendre tout à l'heure.
Et voilà, première destination atteinte. On avait donc 90 km à parcourir avec les 60 premiers effectués sur national à 110 km/h et les 30 derniers sur départemental oscillant entre 80 et 90 km/h avec quelques traversées de village. On finit finalement avec 41% de batterie contre 37% annoncé par le planificateur d'itinéraire. Donc évidemment, comme on a mis l'alerte de recharge à partir de 15%, il n'y a pas eu évidemment d'arrêt à prévoir par le GPS et on a une consommation qui s'élève finalement à 18,9 kWh au 100 km avec une température qui est tombée, elle, à 0 degré. Donc on était sur route nationale à 110 km/h à environ 20 à 20,5 kWh au 100 km. On voit que les 30 derniers kilomètres nous ont bien fait baisser la consommation moyenne. Donc on peut espérer, je pense, sur route secondaire globalement, environ 15 kWh au 100 km. C'est ce qu'on va déterminer tout à l'heure, tout au long de cet essai. Allez, avant de continuer l'essai, on essaye une charge un petit peu rapide, dite rapide, on va dire, sur la borne de recharge qu'on a trouvée, qui est à côté d'une centrale électrique, un peu au milieu de nulle part. Donc, on a démarré la charge à 35%. Voilà. La voiture, la R5, indique pour une charge jusqu'à 100%, 54 minutes d'attente. Et on est censé prendre jusqu'à 100 kW de puissance d'après la version qu'on a. Et on voit sur l'écran à gauche que pour le moment, on est limité à 38 kW alors qu'on est déjà à 37% de batterie. Un peu étonnant parce qu'on devrait être quand même dans des conditions assez optimales pour avoir une puissance de charge assez élevée parce qu'on est à 37%. Voilà, normalement, entre 40 et 60% sur les voitures électriques, c'est la plage d'autonomie où on a le plus de puissance de charge délivrée. J'ai sélectionné la borne de recharge sur le GPS de la voiture et pour autant j'ai pas eu de préconditionnement de la batterie qui s'est mis en route. Un peu dommage, c'est peut-être pour ça qu'on n'a qu'une puissance à 38 kW pour le moment. On fera le bilan à la fin de la charge. Bon, bilan de cette première recharge, on est passé de 33% à 83% en 31 minutes 47 exactement, soit 25 kWh récupérés. J'ai un peu suivi la charge, on a fait un pic, on va dire, de charge à 60 kW. C'est assez loin quand même des 100 kW annoncés et espérés. Donc voilà, pour le moment, dans ces conditions assez fraîches, assez hivernales, on n'a pas une recharge électrique qui soit vraiment optimale. Par contre, et bien sûr, notre borne, on a récupéré 25 kWh pour un tarif de 6,26 €, soit 25 centimes le kWh. C'est personnellement ce que je paye avec mon contrat EDF. Donc là, pour le coup, l'économie est véritable. On se retrouve maintenant sur le réseau secondaire. Après notre charge, toujours au volant de la Renault R5 e-Tech, et on a une consommation qui, si elle ne descend pas drastiquement, descend quand même. On se situe entre 15 et 16 kWh au 100 km. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on pouvait aisément attendre, entre 80 et 90 km/h selon les routes départementales, par une température qui est de 0 degré, c'est marqué à l'écran. Donc on a une consommation quand même qui reste, je trouve, pour le moment assez élevée pour une petite citadine. Alors entre 80 et 90 km/h, ça reste des vitesses un petit peu élevées. Et il faut dire que la R5, de par son gabarit, n'a pas un CX, n'a pas un coefficient aérodynamique particulièrement avantageux, ce qui donne forcément des chiffres de consommation qui ne sont pas encore vraiment au niveau de mes attentes. Pour autant, c'est sur le réseau secondaire, dans ces conditions, qu'on découvre vraiment le caractère attachant de la R5. On a une voiture qui est très bien pensée au niveau du châssis, avec un train avant de Clio et un train arrière multi-bras. Donc on a vraiment un comportement routier qui est lié à la manière dont est conçu le châssis et pas uniquement au centre de gravité bas dû à la nature électrique de la voiture. Je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que les constructeurs ces dernières années ont, à mon goût, trop oublié de se pencher sur ce qui était un vrai châssis bien conçu
avec voilà, un bon hardware, on va dire. Je trouve que les constructeurs se reposaient un peu sur leur laurier en se disant que le poids des batteries et leur position très basse allaient vraiment faire le tout niveau comportement routier. Eh bien, ça ne fait pas tout, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Et la R5, avec un poids contenu sous les 1500 kg, eh bien, vraiment est plutôt attachante et amusante à conduire dans ces circonstances sur le réseau secondaire, avec des performances voilà, de premier ordre. On a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Néanmoins, un petit bémol, là on commence à attaquer un revêtement qui est à peine accidenté, un tout petit peu rugueux, et je trouve encore une fois, je partage le constat que j'avais eu sur la nationale à 110 km/h, eh bien les jantes de taille importante handicapent vraiment le confort de la R5 qui tressaute, qui rebondit pas mal, alors que j'ai la suspension qui est calibrée en mode confort. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je trouve que on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu mieux sur le confort routier. Heureusement que la R5 compense cet aspect avec des sièges qui sont enveloppants, bien conçus et quand même assez moelleux. Ça compense vraiment le caractère assez ferme de la R5. Allez, ça va être l'instant de vérité. On va tester un peu d'autoroute. On est dans le Perche. On va rentrer dans les Yvelines tranquillement. Le GPS nous indique eh bien 2h12 de trajet pour une arrivée à 18h24. Et voilà, avec 31% qui restera après la recharge. On a mis une limite basse à 15% de mémoire. Et il nous préconise une recharge à l'ère d'Ampierre-sous-Brou avec une station de recharge NJ avec des bornes rapides 300 kW. On va essayer de faire confiance au GPS et au planificateur de charge et on va surtout bien vérifier si le préconditionnement de la batterie se met en route et nous permet ainsi eh bien, d'approcher les 100 kW en puissance de charge maximale. Bon, c'est pas fameux, hein, ça fait déjà quasiment 20 minutes que je suis arrêté et on est seulement à 57%, c'est vraiment pas terrible. On a la puissance max délivrée qui est de 49 kW. J'ai vraiment l'impression que la voiture par 0 degré, elle a du mal à prendre une bonne puissance de charge. C'est dommage parce qu'elle aurait pu utiliser le préconditionnement. Il y avait une petite vingtaine de minutes jusqu'à la borne, 20-25 minutes je crois quand j'ai pris la route. Et la voiture, elle aurait pu, quand j'ai sélectionné la borne sur le GPS, directement mettre en route le préconditionnement. J'ai pas l'impression que ça l'ait fait et du coup, je recharge à 48 kW. Ça fait quand même la deuxième fois que ça m'arrive, alors que vraiment, j'utilise toutes les préconisations constructeurs, toutes les préconisations d'utilisation et d'optimisation de recharge d'une voiture électrique pour ne pas rester en rade. Et là, franchement, je passe beaucoup trop de temps à la borne, c'est pas normal. Allez, c'est reparti, on est sur l'autoroute. On se met au régulateur à 130 pour vraiment tester la consommation réelle sur autoroute. Alors, il fait toujours 0 degré et on a activé l'Active Assist. Là, donc, c'est toutes les ADAS de niveau 2 qui nous permettent d'avoir un régulateur adaptatif, le maintien dans la file de circulation et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour voir un petit peu la consommation moyenne. On vient de passer la barrière de péage, donc on a fait vraiment une portion d'autoroute à 130 km/h. J'ai mis le régulateur tout simplement, là il fait 1 degré dehors et on a une consommation moyenne qui s'élève à 25,6 kWh au 100 km, donc pour une batterie d'une capacité de 52 kWh brut et 49 kWh net, ça fait moins de 200 km sur autoroute. Supposez que vous partiez à 100% et que vous repartiez, vous arrêtiez à 0%. Donc on va dire un arrêt tous les 130, 140, 150 km si vous roulez vraiment à 130. Je ne saurais que trop vous recommander d'abaisser votre vitesse pour abaisser la consommation et vraiment optimiser le temps passé aux arrêts, parce que sinon vous allez vraiment passer beaucoup de temps aux stations de charge si vous prenez autoroute. Allez, fin du trajet à 31%, comme l'avait prédit le GPS avec le planificateur d'itinéraire. On peut dire qu'il est assez précis. Pas trop pessimiste, pas trop optimiste. J'ai roulé vraiment
aux vitesses réglementaires, et en plus on dirait qu'il a pris en compte la température extérieure quand même, qui est restée aux alentours de 0,1 degré, donc on avait forcément une consommation supérieure à la normale, et ça a été pris en compte par le GPS avec le planificateur d'itinéraire, donc c'est plutôt pas mal. Nous arrivons à la fin de cet essai de la nouvelle Renault 5 e-tech, qui m'a vraiment convaincu par son côté icône en devenir, par son côté, j'oserais le dire, presque voiture passion. Elle déchaîne vraiment les passions, les réactions positives lorsque l'on croise vraiment des passants, lorsque l'on s'arrête à un point de charge, lorsque l'on s'arrête en centre-ville. Vraiment, les gens sont attirés par cette voiture, donc c'est déjà un très bon indicateur sur son futur succès commercial. Par contre, je regrette, moi néanmoins, que les chiffres promis par Renault ne soient pas au rendez-vous pour ce qui est égard à l'autonomie et ce qui est égard également à la puissance de charge, au temps de charge. J'ai pas du tout réussi à atteindre les 100 kW promis en courant continu sur une borne rapide, sur une borne adaptée, et du coup je suis resté bien plus de temps qu'il n'aurait fallu à la borne, et c'est un peu dommage pour une voiture en 2025. On a encore ce problème persistant qui est le temps passé aux bornes. J'espère vraiment que sur des gabarits compacts qu'on commence à voir arriver sur le marché, eh bien c'est un problème qu'on pourra régler de manière assez rapide. Pour autant, la voiture, eh bien, elle est quand même bien dans son époque, hein. Elle répond aux attentes du public, qui était d'avoir une voiture accessible dans un gabarit plus réduit que le SUV que l'on voit ces dernières années, et avec un prix d'appel situé avant bonus sous les 25 000 euros, dans une finition d'entrée de gamme. Alors ce ne sera pas la majeure partie des ventes, on le devine, hein, mais on peut dire quand même que le pari est réussi, et surtout la voiture est produite en France, et ça c'est très important pour la clientèle européenne. Moi je vous dis à très bientôt sur le blog, et j'espère qu'on pourra très bientôt tester la version Alpine A290, parce que cette voiture, la Renault 5 e-tech, eh bien, en termes de comportement, elle m'a vraiment plu, et j'espère que la version Alpine saura me donner encore plus la banane. C'est le cas de le dire avec cette couleur jaune pop. Allez, à très bientôt.